Bonjour Victoria, Bonjour Thierry. comment ça va aujourd'hui? Très 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 bien. Donc Très très bien. si ça va bien, c'est Bonjour. qu'on est en live, voilà. Donc comme toujours. D'accord. Enfin, on dit comme toujours en live, mais il y a une petite particularité cette semaine. On vous l'a dit hier, on vous le répète aujourd'hui. Il n'y aura pas de live jeudi. Et oui, jeudi c'est ravioli. Non, plus sérieusement, ben, nos agendas font que on n'arrivera pas à être là. Mais vous aurez le droit de regarder les précédents épisodes qui commencent à débarquer sur la chaîne YouTube de Comin Mag. Et oui, on a dû changer de crèmerie. Donc si vous allez sur cominmag.ch et vous voyez une vidéo qui n'amène rien du tout dans votre écran, eh bien rassurez-vous, ça vient, on s'installe tranquillement sur YouTube parce qu'ils sont a priori un peu plus cool que Dailymotion. Mais ceci étant dit, vous avez aussi le droit de les écouter en replay. Et puis je crois qu'on les trouve de temps en temps dans les news de Comin Mag, hein, sauf erreur. Bon, et puis il y a aussi les MP3, mais d'ici demain, tout sera en ordre. Excellent, Voilà. excellent. Alors, il y a presque un espace pub dans cet épisode de Comin Mag, puisqu'on vous rappelle que le meilleur de la pub aura lieu. Oui, en collaboration avec le meilleur de la pub, les Comin Mag Live vous présentent le meilleur de la pub 2020. Une drôle d'édition, puisqu'effectivement, 2020, vous savez, c'est l'année du coronavirus, mais ça ne veut pas dire que nos métiers s'arrêtent. Au contraire, d'ailleurs, la naissance même des Comin Mag Live, c'est pour renouer le contact avec les agences. Et aujourd'hui, on ne déroge pas à la règle, on va faire connaissance avec une agence. Et comme tu l'as annoncé hier, on est très content, c'est de parler avec une directrice. De qui s'agit-il, Victoria, cette fois-ci? Eh ben, ça me fait plaisir parce qu'on voit qu'il y a une relève, hein. Il y a plein de femmes et ça, c'est vraiment très très bien. Alors aujourd'hui, on reçoit Caroline Muller, directrice de l'agence MAP à Cossonay. Voilà. Je me rappelle la première fois que je suis allée à Cossonay pour voir l'agence. Eh ben, je ne trouvais pas, mais j'ai fini par trouver parce que cette agence, elle a une particularité, c'est qu'elle a construit sa propre maison, quoi. Caroline, bonjour, raconte-nous Salut l'histoire. Victoria, salut Thierry. Salut Merci, Caroline, bienvenue à bord. merci de m'avoir invité. Bah, écoute, ça nous fait très plaisir de te recevoir parce que tu es très dynamique. Et c'est MAP, c'est une agence, enfin, on aura l'occasion d'en parler, mais enfin, démarre déjà, parce que c'est rare d'avoir une agence qui a construit ses propres murs. Alors effectivement, on a vécu 45 ans à Lausanne, près de la Blécherette, à Gratapaille. Et puis on a eu l'occasion en fait de construire à Cossonay, étant de la campagne, et on trouvait ça plutôt sympa de sortir en fait des traditionnels bouchons du matin. Et finalement, Cossonay étant extrêmement bien centré sur la Suisse romande, parce que c'est sur un axe autoroutier. Et en fait, on a construit donc effectivement un bâtiment qu'on occupe au rez supérieur pour faire nos bureaux. Donc c'est extrêmement pratique. C'est vrai que c'est rare, mais c'est un vrai privilège parce qu'on a la vue sur les Alpes, on est en pleine campagne et on a pu penser en fait nos bureaux comme on travaille en fait, avec un grand open space, une salle de conférence, des bureaux fermés, enfin bref, avec une capite, une cuisine, tout ce qu'il nous fallait finalement, avec un studio photo en bas et même une douche pour les sportifs. Ah, bah, tu vois. Et il y a même, je crois, si je me rappelle bien, un coin barbecue sur la terrasse. Absolument, oui, parce Ça, que c'est super l'été, important. il ne faut pas déroger à la règle des bonnes grillades avec un apéritif. Ouais. Et voilà, mais 2020 est une année particulière, donc en tout cas ce premier semestre. Alors raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé chez MAP. Alors, chez MAP, je pense que ça s'est passé largement comme ailleurs, c'est-à-dire que dès fin février, on sentait que ça allait être très calme. On a eu les premières annonces d'annulation de nos campagnes. Et puis, donc, au 15 mars, enfin le lundi 16, on a mis toute l'équipe en télétravail. On était bien équipés parce que tout le monde travaille sur un Mac avec accès au réseau, donc c'était assez facile. Les téléphones aussi, puisqu'on avait changé de système, ce qui fait que chacun a une application sur son téléphone pour recevoir son appel en direct. Donc on peut se transférer les appels comme si on était à l'interne avec autant de facilité. Donc c'était assez aisé, je dirais, de travailler avec les outils que la technologie nous offre aujourd'hui. Et donc, on utilisait comme tout le monde les outils comme Zoom pour se faire une planification avec toute l'équipe le matin depuis nos bureaux respectifs et puis organiser en fait le travail depuis chez nous. Ça a été assez simple. La seule chose, c'est qu'effectivement, comme tout le monde, on a aussi fait appel au RHT,
appel au crédit parce que, évidemment, crise oblige, la baisse du chiffre d'affaires s'est fait vite ressentir, puisque sur fin mars et tout le mois d'avril, on n'a fait que de gérer de la communication de crise, finalement, en mettant en place des outils plutôt digitaux pour nos clients. Et donc, service, vous n'étiez pas, parce que beaucoup ont offert ce type de prestations, ce n'était pas tellement facturé, ou disons, c'était pas vraiment une source de revenus nouvelle pour l'agence. Non, alors c'est pas une source de revenus nouvelle, mais disons que typiquement, certains clients n'étaient pas forcément totalement organisés ni équipés pour avoir un chat live, par exemple, ou ce genre de choses qui n'étaient pas en place sur leur site. Certains clients avaient un shop, mais on a dû le repenser pour qu'il soit encore plus simple pour le client, revoir certaines conditions générales, etc. Donc, on a dû quand même adapter un certain nombre de choses sur les outils digitaux de nos clients, faire davantage de communication sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui se présentait pour nos clients. Et c'est vrai que ça a été un élément qui nous a permis, je dirais, d'avoir un travail sur le mois de mars et sur le mois d'avril. Et puis, on a quand même eu la chance d'avoir quelques pitchs même pendant le semi-confinement. Et du coup, on a eu le temps de travailler dessus et puis d'avoir les réponses sur début mai. Donc, je dirais que par rapport à ça, ça a été assez positif pour l'agence. Alors justement, pour mieux faire connaissance avec l'agence MAP, tu peux nous dire peut-être en quelques mots quel est le client type de l'agence MAP qui a ses propres murs, qui s'installe à Cossonay et qui donc en pleine nature, mais qui œuvre un peu partout en Suisse romande, voire même en Suisse. Alors oui, merci Thierry. Effectivement, donc MAP est une agence de communication qu'on dit 360 degrés, donc ça veut dire qu'on a internalisé tous les services de communication digitaux traditionnels. Donc on a des graphistes, des développeurs web, du marketing digital et tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai qu'on a une vision entrepreneuriale des choses, donc on s'adresse plutôt aux PME. Donc nos clients sont des PME. Romande ou suisse, effectivement, puisqu'on œuvre sur l'ensemble du marché suisse. Et on met finalement notre expertise au service des décideurs. Donc souvent, on est impliqué jusqu'au niveau stratégique, puisqu'on apporte un conseil assez stratégique dans la communication, puisque c'est souvent, je dirais, une décision au niveau de la tête de l'entreprise que de développer de nouveaux services ou que de développer une nouvelle stratégie, même en communication. Donc c'est ce qu'on offre en fait, c'est assez important en fait pour nos clients d'avoir cette partie stratégique. Une des particularités de l'agence MAP, c'est que vous avez énormément de clients. Oui. Et c'est rare parce que je me rappelle la dernière fois que je t'avais interviewé, tu en avais une quarantaine à l'époque en portefeuille. Donc, je veux dire, c'est une gestion importante. Donc, dans des secteurs très différents. Oui. Alors, peut-être explique-nous par rapport au secteur, est-ce qu'il y a eu des variations importantes? Certains secteurs ont plus communiqué ou pas? Ou, disons, ceux qu'on attendait peut-être le moins, on l'ont fait le plus? C'est la période vraiment bizarre. Donc, dis-nous. C'est effectivement, on a aujourd'hui 55 clients actifs sur l'année et de tout, je dirais, de tout secteur. Donc, on a de l'industrie, on a des biens de grande consommation, de l'automobile, des centres commerciaux, des sociétés de transport public, des sociétés de services, de l'agroalimentaire, des produits du terroir. Donc c'est vrai qu'on a une diversité de clientèle qui a réagi aussi de par sa structure différente. Les conséquences n'étaient pas identiques pour chacune d'entre elles. On a un grossiste en alimentation qui était complètement débordé. On a la grande distribution qui en fait plus 40% sur le mois d'avril, le mois de mai. On a encore gagné de la croissance. Donc ces gens-là
non seulement ils ont gagné des parts de marché en avril, mais ils n'ont rien perdu au mois de mai et ils vont probablement rien perdre sur la suite au mois de juin, etc. Et puis on a d'autres clients qui ont dû fermer parce que c'était les conséquences du semi-confinement. Donc on a une grosse partie de notre clientèle qui ont fermé leurs points de vente dans l'automobile, dans la restauration, etc. Donc ces gens-là, c'est vrai que le chiffre d'affaires qu'ils n'ont pas fait pendant ces périodes, alors certains vont pouvoir le rattraper, dans l'automobile notamment, c'est encore difficile et trop tôt pour pouvoir définir quand on va revenir à la normale, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des problèmes d'approvisionnement. C'est-à-dire que nos clients aujourd'hui qui réouvrent ne peuvent pas forcément servir à plein les gens qui souhaitent acheter, puisque les usines n'ont pas pu délivrer typiquement les voitures qui ont été achetées au mois de mars. Donc il y a un problème de stock, il y a un problème de flux tendu à ce niveau-là. Donc la communication ne reprend pas non plus parce qu'on a un problème de délai de livraison aussi par rapport à certains secteurs d'activité. Et puis comme d'autres dans la restauration, vu les conditions sanitaires, on ne peut pas non plus reprendre à 100%. Donc on paye ses salaires à 100%, on paye son loyer de restaurant à 100%, mais on n'a pas la capacité de recevoir la clientèle à 100%. Donc là aussi, on a une grosse problématique pour ces clients-là. On ne sait pas quand ça va pouvoir revenir à la normale. Et c'est vrai que c'est une grande incertitude pour ces gens-là. Et tu me disais, Caroline, oui, tu me disais, Caroline, lorsqu'on s'est parlé avant, que autant c'est-à-dire ceux qui étaient fermés n'ont pas communiqué, mais ceux qui avaient trop de travail et qui avaient plein de clients étaient aussi dans une situation de survoltage. Oui. Et finalement non plus, ils n'ont pas eu le temps de communiquer. Donc finalement, le fait d'avoir un chiffre d'affaires qui n'était pas mis en péril n'était pas non plus une assurance pour vous, pour pouvoir continuer à travailler avec eux. Absolument. En fait, la problématique, elle était identique pour tout le monde, c'était de faire face déjà aux obligations sanitaires. Donc, nos clients qui ont pu continuer à travailler, la problématique, c'était de mettre en place chez eux, logistiquement parlant, une structure qui leur permettait de continuer à travailler. Donc, ça a déjà demandé énormément de ressources, énormément d'énergie, d'organisation et de temps pour les clients qui fonctionnaient à plein. Et donc, ce temps-là, ils ne l'avaient pas pour pouvoir travailler sur la com ou travailler sur des projets qu'on avait et qui sont en attente toujours maintenant parce que ils sont pas sortis, si on veut bien, de ce trop plein de travail. Donc la problématique, elle était inverse, c'est qu'ils avaient trop de travail, mais trop de travail aussi en termes logistiques. C'était extrêmement lourd à mettre en place pour eux, pour pouvoir répondre, je dirais, aux mesures sanitaires. C'était quand même la priorité sur le mois de mars et d'avril pour pouvoir continuer à servir leur clientèle. Alors justement, MAP s'adresse, comme tu l'as dit, principalement aux entrepreneurs, aux PME. Est-ce que tu pourrais nous faire le portrait robot de la société qui s'est retrouvée à arrêter de communiquer, à devoir arrêter de communiquer? Parce qu'on se dit toujours en période de crise, non, il faut effectivement communiquer, il faut se faire connaître. Et force est de constater qu'on n'a pas pu tous appliquer ce vieil adage. Alors ça concerne quel type de PME d'après toi? Alors, déjà les transports publics, parce que c'est clair qu'on avait des campagnes qui étaient prévues pour les transports publics qui ne se sont pas faites, évidemment, vu la situation de crise à laquelle ils faisaient face. Et puis, d'autre part, tous les clients qui étaient fermés, c'est-à-dire que tous les commerces qui étaient fermés Alors certes, ils ont communiqué un petit peu via les réseaux sociaux, via des newsletters, etc., pour ne pas perdre le contact avec leur clientèle, mais il est certain que quand on ne peut pas aller à la rencontre de notre client, il devient difficile de maintenir un contact étroit et puis surtout, je dirais, le plus compliqué dans cette crise, c'était de gérer le fait de ne pas savoir où on allait, le fait de ne pas savoir quand on pourrait rouvrir, quand est-ce qu'on pouvait reprendre Donc communiquer quand on ne sait pas où on va, c'est extrêmement compliqué parce qu'on ne peut pas faire de promesses au client et puis on peut lui dire une fois ou deux, attends, etc., on se réjouit de vous retrouver, etc., mais ça va bien, ça va un moment, mais ça reste extrêmement limité.
Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, pour nos clients et la majorité de nos clients, c'était compliqué. Et puis il y a aussi une certaine pudeur à communiquer pendant un moment de crise où effectivement on est affaire à des PME, c'est pas des sociétés qui vont faire des spots à la télévision où ils vont pouvoir, je dirais, rebondir sur, je dirais, la pandémie, puis travailler sur cette communication solidaire, etc. C'est pas du tout le cas de nos clients. Donc ça, ils l'ont pas fait. Et c'est vrai que du coup, c'est extrêmement compliqué, je dirais, de garder le contact et d'avoir une communication, je dirais, utile. Ouais, c'est vrai que c'est souvent des grandes entreprises qui sont venues avec des offres solidaires ou disons des actions un petit peu caritatives. Je voulais revenir sur les 3 pitchs auxquels tu as participé. C'était sur des projets après crise, c'était pour des projets pendant la crise, c'était quoi? C'est des projets qui vont se mettre en route dès le mois de juin, en fait, et pour lesquels certains ont été pitchés en fait juste avant la crise, et puis d'autres on a été pitchés pendant la crise. Donc c'est vrai que ces clients-là, ils savent déjà qu'il va falloir continuer à communiquer ou recommencer à communiquer rapidement. Donc pour certains de nos clients, c'est intéressant de voir qu'ils ont profité de la crise et justement d'avoir leur commerce fermé pour repenser une partie de leur service ou de leur service à la clientèle et de dire on va offrir des nouveaux services, on va offrir des nouveaux produits. Et là-dessus, il faut qu'on se prépare. Et donc, on va avoir le mois de juin, juillet, août pour, je dirais, préparer la communication de sorte qu'on imagine un retour à peu près à la normale septembre, voire octobre. On te demande, je veux dire, tu penses que ces PME vont avoir besoin de quel type d'outils aujourd'hui pour être plus performants? Parce que là, on voit, il y aura peut-être de la com, mais est-ce que certains aujourd'hui vont venir avec du e-commerce, ils vont vouloir être plus présents sur des réseaux sociaux, ils vont pouvoir faire plus de vidéos. Tu penses qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui? Alors, bon, de toute façon, c'est d'abord une question de moyens, mais c'est évidemment la digitalisation de la communication, elle a été flagrante pendant cette crise. Et c'est certain que ceux qui n'étaient pas en ordre avec leurs outils digitaux, eh bien, ont bien compris l'importance de se remettre à niveau. Donc ça, c'est un des clairs, je dirais, apprentissage pour certains de nos clients où on leur disait depuis un certain nombre d'années, mais il faut vous lancer sur telle plateforme, il faut vous lancer dans la production de vidéos parce que c'est quelque chose qui est émotionnel, qui nous permet de faire passer, enfin on dit toujours une image vaut 1000 mots. Eh bien c'est vrai que pendant cette pandémie, les gens ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes, ils allaient sur les réseaux sociaux, qu'eux-mêmes utilisaient les outils digitaux. Et donc, on a une génération de clients qui ont eu jusqu'à présent de la peine à se projeter dans ces outils-là, qui avaient peur de franchir le cap parce qu'ils voyaient toujours trop de barrières et trop de contraintes à l'utilisation de ces outils. Quand on pense aux réseaux sociaux, souvent on a encore des entreprises, des PME, des associations de promotion qui nous disent oui, mais si on a des gens qui nous critiquent, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et donc, ils ont bien vu que pendant cette pandémie, eh bien, ces outils-là, on n'avait plus de questions à se poser sur leur utilisation. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on les met en place. Donc ça, c'est vraiment, je pense que Thierry, toi, tu as fait la même, tu as certainement les mêmes échos de ton côté. On n'a plus à convaincre de ce point de vue-là, même s'il faut encore le dire, on a un retard assez énorme en Suisse sur la digitalisation de tous ces outils. Je veux dire, ce que vous faites aujourd'hui sur ComInMag, c'est excellent, c'est génial, mais ça paraît formidablement neuf pour nos yeux de consommateurs romans. Et alors que c'est quelque chose qui est finalement... la technologie nous a permis depuis longtemps.
Oui, tout à Oui, fait. oui, la numérisation de notre pays est un sujet qui nous tient très à cœur, Victoria et moi. Effectivement, l'initiative de Cominmag n'est qu'une suite logique. La question, c'est plus de savoir faut-il y aller ou pas, c'est plutôt comment et quand. Voilà, c'est Parce que effectivement. arriver trop tôt, c'est aussi être en retard, enfin, être faux. Parce que si les gens ne sont pas prêts, ils ne vont pas regarder. Tandis que là, tu as raison, ils ont eu le temps de. Ils sont allés sur les réseaux, ils ont vu, et tout d'un coup, ils se sont dit, ah ben tiens, mais si lui il peut le faire, pourquoi je ne le fais pas? Si le garage du coin le fait, si le boucher du coin le fait, n'importe qui peut livrer aujourd'hui à domicile. Mais je pense qu'il a fallu démystifier, et puis, mais c'est des choses, c'est très difficile à expliquer tant que tu n'es pas confronté à ces outils. Parce que finalement, ces outils ne sont pas si compliqués que ça. Ils sont pas compliqués et ils sont pas si onéreux que ce que les gens veulent bien croire. Donc, si tant est qu'ils sont bien pensés, ils sont bien mis en place. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une frilosité. On l'a expérimenté avec la réalité augmentée, bon, qui s'améliore, etc. Mais on voit encore que les outils sont pas tout à fait au point, qu'il faudrait qu'on ait des applications qui soient plus intuitives, qui soient plus faciles à utiliser. Et on a plein d'outils comme ça, digitaux, qui existent, qui des fois, je veux dire, la réalité augmentée, hein, Victoria, on en parlait ensemble déjà en 2013, en 2014, et on voit que ça n'a pas encore pris l'essor que ça devrait prendre par rapport à ce que ça amène. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème déjà de développement, la 3D coûte très cher, on est dans un pays où si on veut développer tout ça chez nous, à l'interne, c'est des coûts de développement qui restent quand même onéreux. Donc, et il ne faut pas oublier qu'on est sur un marché en Suisse où tout coûte vite très cher. Il y a 3 langues, il y a des cultures, des sensibilités différentes. Ce qui marche à Zurich ne va pas marcher à Lausanne ou à Genève. Donc, c'est vrai que souvent, les clients sont frileux de développer quelque chose qui va coûter beaucoup d'argent et qu'après, il faut dédupliquer en 2 ou 3 langues, voire davantage, pour capter un marché finalement extrêmement petit. Ce qui en Allemagne n'est pas le cas ou en France est moins un frein parce que c'est clair que l'amortissement ne se fait pas sur le même nombre de gens, quoi. C'est ça. On revient sur le thème de la numérisation. On l'a dit dans plusieurs épisodes que c'est pas l'IT manager, c'est pas le décideur de l'entreprise, c'est même pas les collaborateurs qui ont fait qu'on soit tous amenés à faire du télétravail. C'est un virus qui nous a obligés à nous réinventer pour ce qui est d'aller travailler ou bien de travailler chez soi pour le faire. Revenons à l'exemple des PME avec lesquelles tu travailles, pour lesquelles tu proposes tes services. Quel premier conseil tu te retrouves à prodiguer pour celles et ceux qui doivent se mettre à la numérisation? On l'a vu, effectivement, c'est presque une évidence, mais on doit encore quand même tenir nos clients par la main. Les premiers conseils, les premiers éléments de persuasion que tu te retrouves à partager avec eux, c'est quoi? C'est lesquels? Bien, aujourd'hui, c'est d'intégrer en fait finalement cette digitalisation, cette numérisation complètement dans sa stratégie de communication, c'est-à-dire de ne pas dire le numérique c'est différent du print ou c'est différent. Non, on a une communication qui est globale et on va utiliser tous ces outils de manière cohérente et finalement, au même titre qu'avant, il nous fallait X millions de francs d'investissement pour une bonne pression publicitaire, ben, c'est la même chose. Là, avec la numérisation, on va dire, ben voilà, on va aller sur tel réseau, on va utiliser tel réseau parce qu'il correspond à ma cible, on va aller sur le site internet, sur tel type de site vitrine parce qu'il correspond aux besoins de ma clientèle. Mais il ne faut pas aujourd'hui opposer le digital à la communication traditionnelle. Ce sont des outils qui sont complètement complémentaires, qu'on utilise ensemble pour arriver à une multiplication des contacts clients. Et finalement, mon client qui va chatter avec moi en direct sur le site internet, il va aller peut-être regarder sur Facebook ce que les clients ont dit de moi. Et puis finalement, ils vont venir au commerce faire l'acte de vente. Donc tout ça est très important. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait l'acte de vente, c'est d'avoir un retour du client de nouveau repassé par le digital. Donc tout ça est un ensemble que le client aujourd'hui il doit, je dirais, plus comprendre que c'est nécessaire et qu'on ne peut plus faire sans, mais qu'aujourd'hui, bien, c'est dans le déploiement qu'on va plus réfléchir. Et puis, c'est
aussi, je dirais, une question de moyens, c'est-à-dire qu'effectivement, faire de la vidéo sera toujours un tout petit peu plus coûteux que de faire une simple photo ou un simple montage, mais au-delà de ça, de nouveau, on ne passe pas le même message en créant du contenu vidéo, mais que la création de contenu vidéo ne nous met pas à côté du fait de devoir faire de la création de contenu aussi sur le site internet, donc de vivre finalement. On doit vivre, aujourd'hui une marque, elle doit vivre auprès de son consommateur, et pour ça, en fait, il faut utiliser tous les outils que notre consommateur utilise. C'est aussi simple que ça. Et si notre consommateur, il utilise Facebook, on sera sur Facebook. Si demain c'est Instagram, ce sera Instagram. Si c'est Yelp, ce sera Yelp, etc., etc. Et en fait, il va falloir simplement suivre l'évolution de notre cible et de notre client et utiliser exactement les mêmes outils. On parle de TikTok, etc. Si demain, mon client, pour acheter une automobile, je devrais aller sur TikTok parce que l'utilisateur de TikTok n'est plus le jeune ado, eh bien, j'irai sur TikTok, c'est tout. La question, elle ne se pose plus en termes de numérisation, elle se pose simplement en cohérence avec ma cible. Est-ce que c'est peut-être plus simple d'aborder la problématique en passant par la marque, c'est-à-dire mieux définir, que les marques elles définissent quelles sont leurs stratégies, enfin, quel est leur positionnement, vers qui elles vont, et puis après la question des outils, parce que pendant un moment j'ai l'impression qu'on a parlé tellement d'outils, on était tellement dans la technologie qu'on a oublié finalement le fondamental. On ne doit pas être partout, c'est pas forcément utile, mais on doit être là où sont nos clients. Et pour ça, il faut comprendre qui on est et qui on vise. Et très souvent, cet aspect-là, il est un peu zappé parce que chacun veut quelque chose, veut un nouvel outil, et puis finalement, là, il n'y a pas de cohérence. C'est totalement juste. On doit d'abord définir correctement son positionnement par rapport à sa concurrence, et puis savoir comment est-ce qu'on va pouvoir finalement se détacher puis sortir du lot, puisque aujourd'hui, c'est tout l'enjeu, c'est de savoir communiquer de façon à ce que ma marque et ma communication transpirent les valeurs auxquelles j'adhère. Et ça, c'est effectivement l'enjeu, c'est de pouvoir communiquer ces valeurs au travers en fait, des outils de communication, aussi simplement que ça. En tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que cette période t'a appris? Parce que jusqu'à maintenant, MAP a toujours connu la croissance. Il y a peut-être eu, comme tout le monde, des périodes où c'était peut-être un peu, il y a eu une légère crise, mais on a eu de la chance en Suisse romande. On a été que, ces 15 dernières années, c'était que du plus. Alors, qu'est-ce que tu as appris sur ce frein, le frein à main, pour toi comme personne, et puis par rapport à toi comme manager? Alors, c'est vrai que c'est jamais évident à gérer une crise. Je dirais que le plus compliqué dans cette crise, c'était de ne pas savoir et d'être dans l'inconnu, de ne pas avoir de timing en disant il faut qu'on tienne jusqu'au 30 ou jusqu'au 15. Donc, c'est vrai que quand le Conseil fédéral a commencé à dire le 11, on va pouvoir rouvrir les commerces, ça nous a déjà donné un deadline auquel on peut se raccrocher, je pense. Mais c'est vrai que par rapport, je dirais, en tant qu'entrepreneur, ce que ça nous apprend, c'est que il faut être prévoyant. On ne sait jamais à quoi est-ce qu'on va être confronté. Donc, je pense qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est prévoyant et puis qui est soucieux, je dirais, justement de ne pas se laisser tomber dans une crise et qui... en tout cas, chez MAP, on est serein parce qu'on a toujours été, je dirais, on a toujours fait attention. Et voilà, donc ça, c'est des choses, ça va aussi avec la philosophie d'avoir une cinquantaine de clients avec qui on travaille pour réduire les risques. Quand un client ou un segment va plus ou moins bien, ça permet, je dirais, de lisser le risque. Eh bien, je dirais, dans le risque économique ou macroéconomique, c'est la même chose, dans le sens que, eh bien, il faut avoir un cash flow, il faut être prévoyant, il faut pouvoir
avoir une vision à moyen terme où on se dit, ben, si je suis mal, il faut que j'aille 2 mois, 3 mois de cash flow. Ça, c'est quelque chose, c'est de la prévoyance. Alors, je pense que ça se perd quand on voit aujourd'hui des Hertz qui font faillite aux États-Unis. Ils n'ont même pas 2 mois de cash flow devant eux. Ça me fait un peu peur. Je me dis que ces grosses sociétés qui n'ont pas 2 mois de cash flow, eh bien, ils ont trop distribué de dividendes aux actionnaires. C'est une vision à court terme qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans l'économie. Et ça fait un peu peur. Et nous, les PME, eh bien, je pense qu'on a une vision qui est beaucoup plus... on est toujours face au risque, parce que le risque de la pandémie ou le risque, je dirais, macroéconomique de subir, je dirais, la concurrence qui vient aujourd'hui assez massivement dans le digital, on le subit depuis longtemps. Enfin, on a... Dans le marché de la communication, on a un marché qui est en évolution permanente. On a une remise en question qui est permanente. Donc, cette gestion du risque, ça fait longtemps qu'on l'a subie et avec laquelle on vit, parce que c'est quand même un marché qui est extrêmement mouvant et extrêmement concurrentiel. Donc, je pense, Thierry, tu seras d'accord avec moi. C'est vrai que la gestion du risque, on l'a fait en permanence. Mais on voit bien que certaines sociétés n'étaient pas prêtes. Et ce qui, moi, me fait plus peur, c'est que c'est des grosses sociétés qui n'étaient pas prêtes. Et finalement, nous, en tant que PME, souvent, on subit des décisions de ces grosses multinationales qui, finalement, ont une vision court terme de leur business. Et ça, c'est plutôt, je dirais, effrayant pour un entrepreneur. Oui. Oui, et Victoria, moi je suis très heureux d'accueillir Caroline aujourd'hui parce que c'est une des premières qui nous parle d'une agence de pub comme une entreprise. Il ne faut pas oublier effectivement qu'une agence de pub, c'est une entreprise, c'est une PME. Ça fait plaisir d'entendre tes propos. Merci beaucoup parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, hein. Il y a certains métiers, c'est plus fort que nous. On pense qu'on est différent, mais voilà, le travail est le même que pour un artisan, un patron de PME romande ou suisse. Merci beaucoup pour tes propos. C'est effectivement dans ce sens qu'on va aller. On va devoir, je pense, se réinventer puisqu'effectivement, on l'a vu et tu le confirmes ici, c'est l'apanage des grands groupes que de faire du très 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 court terme. On va être, je pense, obligé de se réinventer dans notre façon d'anticiper, de travailler. J'espère que ça pourra servir peut-être de leçon pour certains, mais bon, l'être humain a méchamment une mémoire courte pour certaines choses. Peut-être le mot de la fin, une actu, quelque chose que tu peux partager avec nous, parce qu'effectivement, Comme In Mag, c'est avant tout une émission pour et par les agences de pub et de communication ici en Suisse romande, ou alors, s'il n'y a pas d'actu, c'est très volontiers qu'on te réaccueillera ici même, mais peut-être que tu as quelque chose à partager avec nous pour le mot de la fin. Écoutez, l'actu de MAP, c'est qu'on va pouvoir manger des burgers ces prochains temps parce qu'on a le grand plaisir d'avoir décroché le mandat de Olico. Et donc, on va pouvoir manger du burger gourmet et ça nous fait bien plaisir. Moi, je dis ça, je dis rien, mais j'adore les burgers de Olikao. Voilà, tant mieux. L'info est lancée. Excellent, bravo pour ce mandat. Preuve que dans des périodes difficiles, il est possible de continuer à faire son boulot et le faire bien et puis de décrocher des nouveaux mandats. Bravo à MAP et merci pour ce moment d'échange. Il est temps pour nous de se dire au revoir et puis aussi de te laisser continuer à travailler parce que c'est le propos d'être directrice, c'est pas non plus de passer l'après-midi à faire des lives. C'était en tout cas bien agréable. Merci à toi et puis on va se dire à très bientôt. Merci Thierry, merci beaucoup. À bientôt. Victoria, on arrive à la fin de cette émission. Il est temps aussi de se dire au revoir. Toujours ces 30 minutes, moi je les vois jamais passer. Mais oui, c'était passionnant. Et ça me fait sincèrement plaisir de savoir que c'était en plus une femme. Voilà, j'étais en minorité aujourd'hui et c'est tant mieux. Voilà. Non, mais c'est vrai, il faut dire. Il faut le dire. Avant de se quitter, on fait un petit peu de promo pour vous rappeler que le meilleur de la pub aura bien lieu. Bien évidemment, vous avez compris que les dates ont changé, mais vous avez jusqu'au 7 août pour sortir vos plus beaux projets. On en a besoin, je veux dire par là, les métiers de la pub et de la communication en ont besoin
de se mettre encore plus en avant, se mettre encore plus dans les feux des projecteurs. Donc n'oubliez pas, voilà, le site est ouvert, lemeilleurdelaPub.ch. Victoria, je pense qu'on va continuer sur cette lancée. On va se dire à demain à 15h, c'est ça? Exactement. C'est tout réservé demain, donc je ne dis rien, mais voilà. Exactement. Bon, bah, portez-vous bien et on se voit demain 15h. Merci, au revoir. Au revoir.